Imaginez un instant que la seule chose qui sépare l'humanité d'une mort sanglante et totalement imprévisible aux mains de son propre voisin, c'est pas la morale. Ouais, ni la bonté naturelle ou un truc divin, quoi. Exactement. C'est un monstre gigantesque, purement artificiel, armé jusqu'aux dents, qui terrorise absolument tout le monde de manière égale. Et ça, juste pour forcer une paix artificielle. C'est une vision hyper brutale, cynique, presque étouffante. Mais au milieu du XVIIe siècle, un homme a minutieusement démontré que c'était l'unique façon de sauver l'espèce humaine d'elle-même, en fait. Et cet homme, c'est le philosophe anglais Thomas Hobbes. Son fameux livre Le Léviathan, publié en 1651, c'est pas juste un vieux texte, c'est un vrai manuel de survie et d'ingénierie politique. Tout à fait. L'objectif de notre exploration approfondie aujourd'hui, c'est pas de faire un cours d'histoire chiant avec des dates, mais vraiment de plonger dans la mécanique de sa pensée. Hobbes, il regarde la société humaine exactement comme un ingénieur regarde un moteur qui menace d'exploser à chaque seconde. Il veut comprendre la pression des rouages. Bon, décortiquons tout ça. Dès les toutes premières pages, on est frappé par une image stupéfiante. Il décrit l'État, la République, comme un immense homme artificiel. Une vraie machine organique. Ouais. La métaphore est chirurgicale. Le souverain, c'est l'âme de ce corps. Les magistrats, c'est les articulations. Et le système de récompense et de punition, c'est le réseau nerveux. C'est fascinant. Mais avant de bâtir ce colosse, Hobbes s'attaque à la matière première, c'est-à-dire nous. Et c'est la seule démarche logique pour lui. Pour contrôler la machine géante de l'État, il faut d'abord démonter la petite machine individuelle, l'être humain. Et là, sa vision pose les bases d'un matérialisme absolu. C'est d'une froideur qui a franchement choqué tout le monde à l'époque. Tu m'étonnes. Il rejette toute la métaphysique. Pour lui, la vie biologique, c'est rien d'autre qu'un mouvement de membres. Un point, c'est tout. Il va même jusqu'à demander pourquoi on ne pourrait pas dire que les automates, genre les montres mécaniques avec leurs ressorts, ont une forme de vie. Pour lui, notre cœur, c'est littéralement un ressort, nos nerfs, c'est des cordages, nos articulations, des roues dentées. On est loin de l'étincelle divine, là. Ah l'étincelle divine, il la jette à la poubelle. Et ça s'applique à la pensée aussi. Pour Hobbes, il n'y a pas d'idée innée qui flotte dans le cerveau. La sensation, c'est une mécanique de collision. Une collision, genre physique. Totalement physique. Un objet externe exerce une pression matérielle sur ton œil ou ton tympan. Cette pression, elle voyage via les nerfs jusqu'au cerveau et au cœur. Ça crée une tension, et le corps réagit par une contre-pression pour s'en libérer. Et c'est cette réaction purement défensive qu'on appelle, à tort, la sensation. D'accord. Et du coup, ça explique sa définition un peu bizarre de l'imagination. Il dit que c'est une sensation en déclin. Ouais, le decaying sense. Voilà, au lieu d'y voir un don poétique, il utilise cette analogie avec l'eau. Après un gros coup de vent, les vagues continuent de bouger un moment avant de s'apaiser. Pour la mécanique humaine, c'est pareil. Quand l'objet disparaît, la machine interne met du temps à s'arrêter. L'image résiduelle, c'est ça l'imagination. Et les rêves, c'est la même chose. Le corps dort, mais les organes internes continuent de s'agiter, de chauffer. Ça remonte au cerveau et bam, ça fait des images aléatoires. C'est implacable de matérialisme. Pareil pour le langage. Les mots, c'est juste des marqueurs, des jetons pour catégoriser nos sensations et faire des calculs. Parce que la raison, dans son système, c'est pas une sagesse supérieure, c'est littéralement de l'arithmétique. On additionne et on soustrait les conséquences des mots. C'est pour ça qu'il détestait les philosophes des universités de son temps. Ils inventaient des mots comme substance incorporelle. Pour Hobbes, associer substance qui est matérielle et incorporelle qui ne l'est pas, c'est un bug dans le système, c'est un mot vide. C'est ouf, parce qu'on dirait vraiment qu'il décrit un système informatique avant l'heure. Et sens, c'est les inputs. L'imagination, c'est la mémoire cache qui retient les paquets de données. Et la raison, c'est le processeur central. L'analogie est parfaite, ouais. Il veut vraiment désacraliser l'esprit. Mais attends, moi je bloque sur un truc. Si l'humain, c'est juste un assemblage de rouages et de processeurs qui réagissent aveuglément, ça détruit complètement le libre arbitre, non? Il nous dit sérieusement qu'on est des automates sans âme, incapables de vrais choix? Ce qui est fascinant ici, c'est que Hobbes assume ça à 100%. Il détruit le libre arbitre métaphysique. S'il y avait une âme en dehors des lois de la physique, le comportement humain serait imprévisible et donc impossible à gouverner. Ah, donc c'est par pragmatisme politique. Exactement. Il redéfinit la volonté. C'est pas un choix libre, c'est juste le tout dernier appétit, la dernière impulsion mécanique juste avant qu'on passe à l'action. C'est le résultat d'une équation. Et comprendre que l'homme est une machine prévisible, c'est la première étape pour la pirater et la contrôler.
Ok, donc si on regarde le moteur de cette machine de chair, le carburant, c'est clairement pas la vertu ou la justice, c'est des impulsions de base qu'il appelle les passions. Voilà. Et tout part de micro-mouvements internes, les efforts. C'est binaire. Si un truc extérieur favorise ton mouvement vital, ton sang, tu ressens de l'appétit, du désir, On s'en approche. ouais. Et si ça menace ton mouvement vital, c'est l'aversion, on s'en éloigne. Tout notre comportement est dicté par cette danse entre attraction et rejet. Et c'est là que ça devient hyper subversif. Hobbes affirme que ce qu'une personne désire, elle va l'appeler bon, et ce qu'elle déteste, c'est mauvais. Il n'y a pas de bien ou de mal absolu ou divin. C'est radicalement subjectif. Ça dépend de la physiologie de chacun à l'instant T, ouais. Ce que tu trouves bon quand t'es jeune, tu le trouveras peut-être mauvais quand t'es vieux. Il utilise ça pour déconstruire les croyances de l'époque, comme les possessions démoniaques. Ah oui, la folie, Et hein. pour lui, la folie, c'est juste une passion ordinaire, genre la vanité ou la peur, dont le moteur s'est emballé. Ça surchauffe le corps, tout simplement. D'ailleurs, les sources mentionnent cette anecdote géniale sur la ville d'Abdère en Grèce antique. En pleine canicule, les gens voient une tragédie au théâtre et ils se mettent tous à délirer dans les rues, à déclamer des vers sans pouvoir s'arrêter. Les gens pensaient que c'était les dieux. Et Hobbes dit non, c'est juste la mécanique corporelle qui a surchauffé à cause de l'émotion théâtrale et de la chaleur. Un diagnostic purement physique. Et il fait pareil avec la religion. Ouais, il dit que la religion, ça naît de deux bugs du système. L'anxiété pour l'avenir et l'ignorance des causes naturelles. Moi, je vois ça comme une application d'anxiété qui tourne en fond sur le système d'exploitation de notre cerveau. On comprend pas la météo, la biologie, du coup l'appli draine notre batterie en générant une terreur de l'invisible. Et les anciens législateurs ont super bien compris cet algorithme. Ils ont utilisé cette angoisse, ils l'ont structurée avec des dieux et des rituels pour garder les gens obéissants. Mais du coup, si le bien et le mal sont purement subjectifs, et que la morale, c'est juste une préférence d'organisme, comment c'est possible de s'entendre? Si mon bien, c'est de posséder cette terre, et ton bien, c'est de me chasser pour survivre, comment on fait société? C'est impossible, l'effondrement est garanti. Si on relie cela au tableau d'ensemble, c'est très exactement le problème que Hobbes veut souligner. En l'absence d'une autorité artificielle pour dicter un bien commun, on est fondamentalement incompatible. C'est un défaut mortel dans notre code source. Ce qui nous amène tout droit à son concept le plus célèbre et le plus flippant, l'état de nature. Si on met toutes ces machines biologiques ensemble, avec des désirs opposés et aucune loi, ça donne pas le monde des bisounours. Non, ça donne d'abord une égalité parfaite. Mais attention, pas une égalité morale, une égalité de menace. Biologiquement, même le plus faible a la capacité de tuer le plus fort, par la ruse, le poison ou en s'alliant à d'autres. C'est paralysant comme idée. Personne n'est invulnérable, donc personne peut baisser sa garde une seule seconde. Et de là naissent trois moteurs de conflit inévitables. D'abord, la compétition. Ouais, les ressources sont finies, si on veut la même pomme pour survivre, on devient ennemi. Ensuite, il y a la méfiance ou l'anticipation. C'est la plus tragique. Sachant que tu peux me tuer pour mes ressources, la pire stratégie pour moi serait d'attendre. La logique mathématique m'oblige à te frapper en premier. La guerre préventive devient la seule option rationnelle. C'est fou. Et la troisième cause, c'est la gloire, la réputation. Au début, ça paraît moins vital, mais en fait, dans un monde sans loi, paraître faible, c'est une invitation à se faire tuer. Si quelqu'un me manque de respect, je dois réagir avec une violence extrême, pas par ego, mais comme bouclier dissuasif. Et boum, la compétition, la méfiance et la réputation s'additionnent. Ça donne la guerre de chaque homme contre chaque homme. Et Hobbes précise bien un truc avec une métaphore sur la météo. Ah oui, le mauvais temps. Voilà, le mauvais temps, c'est pas juste le moment où il pleut, c'est la menace constante que l'orage peut éclater. L'état de nature, c'est pareil, c'est la disposition permanente à la violence, l'insécurité latente. Dans ce climat, impossible de planter des champs, de construire ou de créer de l'art. C'est là que tombe sa phrase culte « La vie humaine est solitaire, pauvre, crasseuse, bestiale et brève ». Et dans cet état, l'injustice n'existe pas. Sans loi, il n'y a pas de crime. La violence et la tromperie sont les vertus de survie. C'est les règles du jeu, ouais. C'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est comme un jeu de chaises musicales, mais de l'enfer. Il n'y a pas de règles, la musique s'arrête jamais, et poignarder le mec à côté de toi pour avoir la chaise, c'est pas tricher, c'est jouer au jeu. Mais honnêtement, Hobbes y croyait vraiment à ça historiquement, ou c'est juste une fiction théorique pour justifier son agenda politique très autoritaire? Il admet que c'était peut-être pas global à une époque donnée, mais c'est pas une fiction pour lui, il a des preuves empiriques. Déjà, les guerres civiles anglaises qu'il a vécues, il a vu comment, sans autorité, des voisins pacifiques devenaient des monstres en quelques semaines. Ah ouais, le trauma perso. Totalement. Et puis il regarde la géopolitique.
Les rois entre eux, c'est l'état de nature, hein. Même en temps de paix, ils fortifient les frontières, ont des espions, braquent leurs canons. L'arène internationale, c'est la guerre de tous contre tous, parce qu'il n'y a pas de police mondiale. Il est même assez cynique pour utiliser le lecteur. Il dit en gros, vous vivez dans une société avec des lois et une police, mais vous verrouillez quand même vos portes la nuit, vous cachez vos bijoux de vos propres enfants. Par nos actions, on donne raison à Hobbes tous les jours. C'est ça, on accuse la nature humaine bien plus fort que lui ne le fait dans son livre. Ok, mais alors, si on est coincé dans ce cauchemar, comment la machine humaine arrive à s'en sortir? Grâce à deux trucs, une passion et la raison. La passion, c'est la terreur absolue de mourir violemment. Et la raison va calculer un moyen de s'en sortir en créant ce qu'il appelle les lois de la nature. Des protocoles de désescalade, en gros. La première loi, c'est chercher la paix si c'est possible. La deuxième, c'est d'accepter de renoncer à son droit naturel de faire ce qu'on veut, mais seulement si tout le monde lâche ses armes exactement en même temps. Ce transfert simultané, c'est le fameux contrat social. Mais Hobbes est lucide, il connaît l'automate humain, il lâche cette phrase. Les conventions, sans l'épée, ne sont que des mots. Bah oui, parce que si j'ai l'occasion de te trahir et de m'en sortir, ma machine interne va m'y pousser. Une signature sur un bout de papier, ça n'a aucune masse physique pour bloquer mes passions. C'est pour ça qu'il introduit la solution ultime, l'architecture du Léviathan. Pour que le pacte tienne, il faut une contrainte externe, terrifiante. Les individus doivent transférer toute leur puissance à un acteur unique, que ce soit un roi ou une assemblée. Ça fusionne les millions de volontés en une seule. Le souverain est créé, le Léviathan est né. Et c'est là que j'ai envie d'hurler. Parce que les pouvoirs de ce Léviathan sont dingues. Une fois en place, on ne peut plus contester ses décisions. Il a une immunité totale, on ne peut pas le virer. Et pire, il a le monopole de la censure. Il décide quels livres on lit, quelle doctrine on enseigne. C'est comme confier toutes les clés de sa maison, son compte en banque et un fusil chargé à un vigile et lui dire « Fais ce que tu veux de ma famille, censure tout, mais empêche juste les cambrioleurs d'entrer ». Ce souverain, c'est aussi un humain, non? Avec les mêmes passions égoïstes. En fuyant l'état de nature, il a juste créé un super prédateur. Le remède est pire que la maladie, non? Cela soulève une question importante, c'est le cœur de la controverse. Mais pour Hobbes, le calcul mathématique est vite fait. Les abus d'un tyran feront toujours, statistiquement, beaucoup moins de morts que les fusions de sang exponentielles d'une guerre civile totale. Le tyran va broyer quelques vies, mais l'état de nature broie toutes les vies, tout le temps. Ouais, il choisit le moindre mal. Et le pouvoir doit être indivisible. Diviser le pouvoir entre un parlement et un roi, ou une église et un État, c'est recréer un mini-état de nature au sommet. Tôt ou tard, ils vont se faire la guerre. La sécurité exige le sacrifice total de la liberté. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous aujourd'hui? Parce que, franchement, c'est pas juste une relique de 1651, l'algorithme du Léviathan y tourne encore à plein régime. À chaque fois qu'on débat de la surveillance de masse, des lois d'urgence ou de confiner des populations pour la sécurité vitale, on rejoue la partition de Hobbes. Complètement. Le texte nous met face à une réalité dérangeante. On paye nos impôts et on obéit aux lois. Pas par grande élévation morale, mais par angoisse pure. On plie le genou parce que l'alternative, le vide de l'autorité, ça nous terrifie. Mais du coup, j'aimerais qu'on finisse sur cette réflexion. Ce monstre, ce Léviathan, il a été conçu au XVIIe siècle pour bloquer une peur physique précise, le coup de hache du voisin ou le canon étranger. Mais aujourd'hui, nos pires menaces ont muté. Elles sont invisibles et systémiques. Ouais, c'est plus du tout la même dynamique. Sans parler des intelligences artificielles qui pourraient dissoudre notre réalité partagée. Est-ce que la forteresse sécuritaire de Hobbes a les capteurs pour comprendre ça juste? C'est clair que son monstre est obnubilé par la violence corporelle. Face à des menaces systémiques, il est peut-être comme une armure de chevalier face à un virus informatique, quoi. C'est ça. Du coup, l'humanité a peut-être urgemment besoin d'inventer un tout nouveau type de pacte social. Sinon, on va périr de nos propres créations pendant que notre vieux Léviathan surveille la mauvaise porte. Et pendant ce temps, les rouages de nos passions humaines, eux, ils continuent de tourner. De tourner à l'infini, ouais. Une belle matière à réflexion pour quiconque nous écoute.